La semaine dernière, j'ai affirmé que ce n'était pas une frappe nucléaire. Techniquement, j'avais raison. Mais nous venons d'apprendre que des radiations sont libérées dans la zone et c'est à cause de la frappe. Il semble que la Russie s'apprête à vivre un deuxième Tchernobyl et Poutine pourrait ne pas être en vie pour le voir. Des pirates ont récemment eu accès aux données de santé de Poutine, qui montrent des signes préoccupants pour le dirigeant russe. Alors, que se passe-t-il si la Russie subit une autre catastrophe nucléaire ? Examinons comment nous en sommes arrivés là. Hier seulement, l'état-major russe a envoyé ce message urgent à sa population. Suite aux frappes de drones ennemis sur une unité militaire dans la ville d'Engels, de la région de Saratov, les installations de stockage de munitions nucléaires ont été endommagées. Des radiations sont en cours de libération. Il est recommandé à tout le personnel militaire de s'abstenir de visiter la région de Saratov et les zones avoisinantes. Ce message était destiné à provoquer la panique dans le public russe, en particulier parmi ceux qui se souviennent encore de la catastrophe de Tchernobyl sous l'Union soviétique. Maintenant, avant que quelqu'un ne commente ci-dessous en accusant les Ukrainiens, j'aimerais éclaircir ce point. Les Ukrainiens ignoraient que la Russie stockait des munitions nucléaires dans une base aérienne. Cela soulève une question intéressante. Pourquoi la Russie stocke-t-elle des munitions nucléaires, si près de la frontière ukrainienne ? Revenons en arrière pour comprendre les intentions de la Russie dans cette situation. Tout a commencé le 20e mars, lorsque les drones ukrainiens ont ciblé pour la troisième fois en seulement 10 semaines la base de bombardiers de l'armée de l'air russe à Engels. Selon Euromaidan Press, cette base accueille des bombardiers Tupolev 95 MS et Tupolev 160. Ces jets lancent des frappes de missiles sur les territoires ukrainiens en utilisant des missiles de croisière KH-55, KAH-555 et KH-101. La Russie effectue ces frappes une ou deux fois chaque mois, et chaque attaque implique des dizaines de missiles ainsi que des centaines de drones d'attaque à sens unique. Il semble que la Russie prévoyait d'augmenter la fréquence de ces attaques dans les mois à venir, car la base avait environ 101 missiles stockés le 20 mars. Cela représente 2 mois de production à l'usine de munitions du bureau de design RG-1 près de Moscou. Malheureusement pour Poutine cependant, l'état-major général ukrainien rapporte que la frappe ukrainienne a détruit environ 96 missiles de croisière KH-101, certaines des meilleures munitions de la Russie, pour frapper les villes ukrainiennes. C'était un coût gigantesque pour l'économie de guerre russe. Chacun de ces missiles coûte au moins 10 millions à produire. Cela signifie que la frappe ukrainienne sur Engels pourrait avoir coûté 960 millions de dollars, et cela sans même compter les dommages supplémentaires aux réservoirs de carburant et autres installations et équipements de la base. On suppose également que la base aérienne abritait de nombreux jets russes, y compris les Tupolev, 95 MS Tupolev, 22 M3 et Tu-160 bombardiers stratégiques. Beaucoup de ces avions ont été détruits à cause de la frappe ukrainienne. Une analyse satellite ultérieure montre également que la frappe pourrait avoir causé d'énormes dégâts à l'arsenal de munitions russes. 61% des munitions russes stockées ici ont été détruites, tandis que 13% ont été endommagées, et environ un quart reste intact. En fait, la frappe ukrainienne et l'explosion subséquente étaient aussi puissantes que vous auriez pu les ressentir à des kilomètres et des kilomètres de distance. Ici, nous avons une falaise d'un village russe, qui est à environ 6 km, soit 4 miles, de la base, et vous pouvez voir les dégâts dans le clip. Des clips comme celui-ci montrent clairement pourquoi la Russie a dû déclarer l'état d'urgence après cette frappe, ce qui est une occurrence rare, car la Russie reconnaît rarement les attaques sur ses installations militaires pendant la guerre. Les autorités tentent généralement de dissimuler les incidents ou de minimiser l'ampleur des dégâts. Ainsi, la déclaration d'un état d'urgence souligne la gravité de la destruction causée par cette frappe ukrainienne. Tout cela a amené le gouverneur de la région à qualifier cette frappe, et je cite,
de la plus grande attaque par drone à ce jour dans la guerre. Cela pourrait être un peu une déformation de la réalité, car l'attaque de drones elle-même était assez importante, mais l'explosion a été encore plus grande en raison des explosions secondaires causées par les drones frappant un dépôt de munitions. L'ampleur réelle de la radiation libérée dans la zone reste inconnue. Les autorités devraient partager plus de détails pour éviter un nouveau Tchernobyl. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Abonnez-vous pour rester informés. En autre nouvelle, Zelensky a récemment critiqué l'âge avancé de Poutine à la télévision nationale, prédisant qu'il n'a plus longtemps à vivre. Poutine a peur de cela. La deuxième chose dont il a peur est de perdre son pouvoir. Cela dépend aussi de la stabilité sociétale. Mais cela dépend aussi de son âge. Il va mourir. Quand cela deviendra-t-il réalité? Tout cela prendra-t-il fin? En d'autres termes, il peut finir sa question avant qu'il, disons, atteigne la fin de sa vie historique entièrement sûre et infructueuse. C'est ce dont il a peur. Et rester seul, c'est-à-dire isoler Poutine d'un point de vue politique. Il n'a pas été possible de l'isoler complètement, car au moment où il y avait une isolation politique, je crois que le Sud global, avec tout le respect que je lui dois, ne l'a pas isolé, mais a continué à avoir des contacts avec lui. Zelensky a fait ses commentaires juste après que Poutine a rompu le cessez-le-feu qu'il avait convenu avec le président Trump. Beaucoup de gens, y compris moi, ont simplement cru qu'il faisait une remarque sur la mauvaise santé de Poutine. Après tout, Vladimir Poutine a 72 ans dans un pays où l'espérance de vie n'est que de 67 ans. Espérons que son heure arrive bientôt. Mais après avoir creusé un peu plus, j'ai réalisé que ce commentaire ne concernait pas vraiment la vieillesse de Poutine, mais plutôt ses problèmes de santé. Vous voyez, récemment, des pirates ont réussi à s'introduire dans un ordinateur en Russie, et c'était un ordinateur très important. Les données acides désoxyribonucléiques de Poutine étaient stockées dans ce PC, et les pirates ont eu un accès total à celle-ci. C'est en fait la première fois que le monde a des informations sur son acide désoxyribonucléique, car jusqu'à présent, Poutine a été extrêmement prudent pour garder son acide désoxyribonucléique et ses données de santé loin du regard du public. Une histoire récente vient de révéler quel genre de mesures extrêmes il a prises pour s'assurer que personne n'ait accès à cela. Lors de voyages à l'étranger, ces gardes d'élite ont la tâche désagréable de collecter ces excréments et de les conserver dans un sac qui était ramené en Russie. Il fait cela parce qu'il ne veut pas que les agences étrangères découvrent ses éventuelles maladies. En réalité, vous pouvez trouver des informations de santé considérables à partir d'échantillons d'urine et de sel pour les conditions physiques et mentales. Et c'est exactement pourquoi Poutine voyage avec un toilette portable. Mais récemment, le média ukrainien TSN a révélé que les pirates ont réussi à accéder à ces informations génétiques en piratant l'ordinateur de son cousin, Mikhail Poutine. Selon TSN, Mikhail semble être le parent préféré de Poutine, car sa fortune s'est considérablement améliorée depuis que Poutine est devenu le dictateur de la Russie. Avant que Poutine ne prenne le pouvoir, Mikhail était psychiatre de formation, mais maintenant il est vice-président de Gazprom. Leur proximité est évidente, non seulement dans la vie réelle, mais aussi dans leur acide désoxyribonucléique. Les grands-parents de Vladimir Poutine sont les arrière-grands-parents de Mikhail Poutine. Cela signifie qu'il y a pas mal de similitudes entre leurs acides désoxyribonucléiques, et cela pourrait nous en dire beaucoup sur l'état de santé que Poutine a hérité de sa famille. Selon une enquête de TSN dans les données d'acides désoxyribonucléiques décodées auxquelles ils ont eu accès, ils ont vu une section étiquetée avec des mutations génétiques alarmantes, y compris la paranoïa. Ceci est en fait confirmé par certaines des actions que Poutine a prises depuis qu'il est au pouvoir. Prenons le coronavirus par exemple. Pendant 2020, nous avons découvert que Poutine avait construit un tunnel de désinfection spécial dans son palais, que tous les visiteurs devaient traverser. Parce que Poutine était tout simplement trop paranoïaque pendant la pandémie. Mais ce n'est que la pointe de sa paranoïa. Je suis sûr que vous savez tous que la Russie est un grand pays, surtout en ce qui concerne la superficie. Mais Poutine déteste voyager en avion. Pour une raison quelconque, il pense que les avions ne sont pas sûrs en Russie, comme Prigojine. C'est pourquoi il a construit un train présidentiel spécial qui l'emmène partout où il va à l'intérieur du pays.
Mais apparemment, même cela n'était pas assez sûr pour le paranoïaque Poutine. Alors ce qu'il a fait, c'est en réalité construire des gares dans chaque palais qu'il possède. De cette façon, il n'a pas à sortir de ses maisons et de ses trains, sauf si c'est absolument nécessaire. Donc je suppose que qualifier Poutine de paranoïaque serait un euphémisme, mais ce n'est pas la seule chose que révèlent les résultats de l'acide désoxyribonucléique. Il semble que Poutine soit également à haut risque génétique de quelque chose appelé la contracture de Dupuytren. Je suis sûr que j'ai massacré cette prononciation, alors je vais mettre l'orthographe à l'écran pour que vous puissiez la lire. C'est une maladie qui provoque des déformations de la main, et des photos du Kremlin ont effectivement confirmé que Poutine pourrait avoir cette condition. Fait intéressant, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que Poutine souffre d'une maladie car il semble souvent trembler dans les vidéos. C'est pourquoi nous voyons parfois des images de lui tenant une table ou même utilisant une fausse main, créée par l'intelligence artificielle, car le Kremlin ne voulait pas montrer au monde sa vraie main. Cela pourrait être lié génétiquement, mais les résultats d'acide désoxyribonucléique n'ont rien montré de concluant. Maintenant, nous ne pouvons qu'espérer que la fin du leader russe est proche, car tant qu'il est en vie, les soldats russes continuent de mourir sur le champ de bataille. Récemment, nous avons eu un rapport très éprouvant. Maintenant, bien sûr, je ne peux pas vous montrer ce clip, car ce sont des gens qui se suppriment eux-mêmes. Mais voici le rapport. Au cours des derniers jours, 8 soldats russes se sont suicidés, après des assauts infructueux dans le Donbass. 6 avec des tirs à la tête, 1 avec un tir dans la poitrine, et 1 avec une explosion de grenade près de la tête. Maintenant, bien sûr, c'est juste ce que les drones ukrainiens ont capturé sur caméra. Il est clair que beaucoup plus de soldats russes choisissent simplement de mettre fin à leur propre vie, parce qu'ils ne veulent pas continuer cette guerre, ou parce qu'ils sont trop gravement blessés lors de ces assauts de vagues de viande pour lesquels l'armée russe est célèbre. Il est important de se rappeler que beaucoup de ces soldats sont des jeunes de 18 à 20 ans, et ils vont au front dans l'espoir de gagner leur vie pour leur famille. La Russie offre environ 40 000 $ de primes à l'engagement pour beaucoup de ces nouvelles recrues, et un salaire mensuel de 2 000 $. Ensuite, une prime de 30 000 $ s'ils sont blessés sur le champ de bataille, et 70 000 $ à leur famille si le soldat est éliminé sur le front. Une autre considération importante à prendre en compte ici est que, comme beaucoup d'entre vous le savent, beaucoup de ces soldats viennent de régions plus pauvres de Russie, où ils n'ont pas beaucoup d'opportunités économiques pour améliorer leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. C'est pourquoi ils sont prêts à s'engager dans l'armée, surtout lorsque la paix est si énorme. Ils essaient donc vraiment juste de gagner leur vie, et pendant ce temps, Poutine les utilise comme chair à canon pour la tactique de la vague de viande de son armée. Et la corruption sur le front est encore plus répandue que la corruption dans les entreprises russes. Ici, nous avons un parfait exemple dans ce clip, où un soldat russe de 18 ans partage une histoire sur la façon dont les commandants russes extorquent essentiellement de l'argent à leurs propres soldats. S'ils ne veulent-ils pas participer à l'assaut, qui est essentiellement une marche suicidaire. Voici le clip. Moi, Amur Tuzalovitch Chikanovitch, né le 23 septembre 2006. Signe d'appel, Baska. 272e régiment. Un certain jour, sur ordre du commandant du régiment, j'ai collecté de l'argent à hauteur d'1 150 000 roubles, 1500 $ américains, sur ordre du commandant du régiment, pour que les gars n'aillent pas à l'assaut. Après cela, j'ai moi-même été envoyé à l'assaut, où mon camarade avec le signe d'appel, Spartak, a dit qu'un ordre était venu pour m'exécuter. Donc, si je ne donne pas de nouvelles pendant un jour ou deux, vous pouvez diffuser cette vidéo. Tandis que l'armée russe souffre avec ce conscrit, elle supplie les soldats de Corée du Nord. Poutine dit qu'il veut remplacer le gouvernement en Ukraine. Il qualifie le gouvernement de Kiev d'illégitime. Et il dit qu'une administration dirigée par l'Organisation des Nations Unies serait peut-être mieux adaptée pour le peuple ukrainien. Je pense en fait que c'est une excellente idée. Nous devrions avoir plus d'administrations dirigées par l'Organisation des Nations Unies. Mais peut-être qu'au lieu de l'Ukraine, nous devrions nous concentrer sur un pays où le leader est au pouvoir depuis 25 ans. Car cela ne me paraît pas réellement être une démocratie. Qu'en pensez-vous, Poutine ? Mais en tout cas, voici le clip. Voici la déclaration qu'il a faite. C'est pourquoi nous sommes en faveur de la résolution de ce problème par des moyens pacifiques, mais en s'attaquant aux causes profondes qui ont conduit à la situation actuelle.
Nous devons garantir inconditionnellement la sécurité de la Russie d'un point de vue historique à long terme. Toute démarche visant à résoudre cette tâche sera accueillie par nous et nous travaillerons avec tous les partenaires qui s'efforcent pour cela. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis, mais aussi de la République populaire de Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de tous les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et de nombreux autres. Par exemple, y compris la Corée du Nord, nous sommes prêts à travailler avec toute l'Europe. C'est juste qu'ils se comportent de manière incohérente, essayant constamment de nous mener par le bout du nez et de nous tromper. Mais dans l'ensemble, il y a un problème là-bas dont les gens parlent, bien que superficiellement. Et j'en parle aussi. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste en le fait qu'il y a eu une influence significative dans le pays depuis l'effondrement de l'Union soviétique. En Ukraine, dès le début, il y a eu des groupes, souvent appelés naziki, nationalistes, et des personnes aux vues néo-nazis. À quoi cela mène-t-il? Cela conduit au fait que les autorités civiles, qui aujourd'hui, conformément à la Constitution du moins, ne sont pas légitimes. Après tout, aucune élection n'a eu lieu. À quoi cela pourrait-il mener? Le véritable pouvoir est entre leurs mains. Et cela, à son tour, signifie qu'il est déjà incertain avec qui signer des documents, et il est incertain quelle force juridique ils ont, parce que demain, d'autres dirigeants pourraient arriver par les élections et dire « Eh bien, qui a signé quoi ?» Nous ne savons pas, au revoir. Mais ce n'est même pas le point. Le point est que ces formations néo-nazies, comme Azov et d'autres, commencent effectivement à diriger le pays. La question se pose, comment négocier dans de tels cas? En effet, dans de tels cas, la pratique internationale suit un chemin bien connu. Dans le cadre des activités de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu plusieurs instances de ce que l'on appelle la gestion externe, une administration temporaire. Il y a eu plusieurs instances de ce que l'on appelle la gestion externe, une administration temporaire. Il serait possible, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies avec les États-Unis, voire avec les pays européens et bien sûr avec nos partenaires et amis, de discuter de la possibilité d'une gestion temporaire. Et dans quel but? Pour organiser des élections démocratiques, pour porter au pouvoir un gouvernement capable qui jouit de la confiance du peuple, et ensuite commencer des négociations sur un traité de paix et signer des documents légitimes qui seront reconnus dans le monde entier, fiables et stables. Heureusement, les États-Unis ont rejeté cette idée dès qu'elle est sortie de la bouche de Poutine. Et même l'Organisation des Nations Unies a décidé que ce n'était pas une bonne idée. L'Ukraine a une démocratie très dynamique, et l'Organisation des Nations Unies n'a aucun projet de prendre en charge l'administration du pays. La Russie n'était clairement pas contente de ces déclarations, car voici ce que le marionnettiste russe Dmitri Medvedev avait à dire. Il existe un gouvernement légitime en Ukraine qui doit clairement être respecté. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a affirmé que c'est un double mensonge. Le besoin est illégitime, et rien ne justifie de le respecter. Il a échoué, son peuple meurt et son pays disparaît. Eh bien, le peuple russe meurt en plus grand nombre que les soldats ukrainiens qui défendent leur nation. Donc, je suppose que si c'est le critère pour avoir une administration de l'Organisation des Nations Unies dans le pays, la Russie serait la première en ligne, bien avant l'Ukraine. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait se lancer dans le streaming. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes.
Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions par email tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit.